À Dave, près de Namur, un rocher menace de s'effondrer. La région wallonne et la ville ont donc décidé de le faire tomber en toute sécurité. Le rocher pèse plus de 25 tonnes. Un périmètre de sécurité a été dressé. Les explosifs ont été placés autour du rocher qui devrait tomber cet après-midi. Depuis 9 h, la circulation est interrompue entre Jambes et Dinan. Politique à présent, l'EMR présente son projet de réforme fiscale aujourd'hui à Louvain-la-Neuve. Benoît Dutot, on vous y retrouve, bonjour. Une des idées, c'est de réduire les impôts pour les revenus de moins de 50 000 € par an. Oui, en matière de fiscalité, l'EMR fait essentiellement deux propositions. Concernant l'IPP et l'impôt des personnes physiques, il faut savoir qu'aujourd'hui, par le système d'exonération d'impôts, on ne paye pas d'impôts si on gagne moins de 6 000 € bruts par an. L'EMR propose de faire passer ce montant à 13 000 € bruts par an. Plus globalement, le parti de Charles Michel propose de revoir l'ensemble des tranches d'imposition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour être imposé à 50%, il faut gagner plus de 37 500 € bruts par an. Eh bien, l'EMR propose de faire passer ce montant à 50 000 € bruts par an. Il y a également des modifications proposées pour l'ISOC, l'impôt des sociétés. Aujourd'hui, les sociétés, en moyenne, dans notre pays, sont taxées à 33,9%. L'EMR propose de faire passer cette imposition à 23%, ce qui correspondrait à la moyenne européenne. Alors, bien entendu, cette réforme fiscale a des répercussions. Cela représenterait environ 5 milliards d'euros, qu'il faudrait trouver. Et donc, il faudrait sans doute geler, voire diminuer certaines dépenses publiques. Je vous propose d'écouter ce que disait Charles Michel à ce propos ce matin lors de son discours ici à Louvain-la-Neuve. Jamais nous ne remettrons en cause le sens de l'impôt. Il n'y a pas de justice qui fonctionne. Il n'y a pas d'enseignement de qualité. Il n'y a pas de soins de santé performants s'il n'y a pas des recettes fiscales. Le paiement de l'impôt, c'est une démarche d'adhésion à la société et c'est un acte de solidarité. Mais oui, j'ai envie de le dire aujourd'hui, trop ist te veel. Trop d'impôts tue l'impôt. Quand on étouffe ceux qui travaillent, qui créent et qui inventent, on décourage, on dégoûte. La réforme que nous proposons, elle est juste, elle est utile et je vous le dis, elle est efficace. Nous sommes extrêmement déterminés. Juste après ce journal, on retrouvera Pascal Vrébos. Bonjour Pascal. C'est le ministre CDH, André Antoine, qui sera votre invité, le ministre du Budget et de l'Emploi en région wallonne. Alors, vous l'avez entendu, pour l'EMR, taux zéro jusqu'à 13 000 €, abaissement des taux d'impôt des sociétés. Vous applaudissez des deux mains? Moi, je salue la prise de conscience, peut-être un peu tardive. Rappelons quand même que M. Renders a occupé pendant 12 ans le département des finances. Et je me réjouis de voir que M. Michel rejoint une thèse fondamentale du CDH qui est l'exonération des premières tranches pour conforter le salaire poche net. Donc vous êtes d'accord? Alors, pour les entreprises, j'ai bien entendu la deuxième proposition, mais c'est aussi, reconnaissons-le, le constat d'échec grave, des intérêts notionnels portés par M. Renders, qui a finalement renvoyé un maquis fiscal dans lequel les entreprises les plus débrouillardes, les mieux assistées, les mieux conseillées s'en sortent, et les autres, notamment les petites entreprises, souffrent et payent beaucoup trop d'impôts. Donc oui, mettons fin à ce maquis fiscal. Dernier point, il ne faut pas être trop dupe non plus ni naïf. Nous sommes quand même à quelques semaines, à quelques mois des élections. Et je me méfie toujours des effets d'annonce. Vous savez, en 1999, j'étais dans l'opposition. Et les libéraux avaient annoncé une grande réforme des droits de succession. Elle s'est soldée en portant le droit de taux de succession à 90%. Et il a fallu du reste que la Cour constitutionnelle l'annule. Plus près de nous, dans la province du Brabant wallon, j'ai vu le frère de Charles Michel, M. Mathieu Michel, vouloir imposer les cotes des étudiants. Alors attention, moi je préfère l'annonce de fait que les effets d'annonce. Voilà, on retrouve le ministre Antoine après le journal pour pas mal de questions sur l'actualité et sur son actualité. Merci beaucoup Pascal et à tout à l'heure. Épinglons aussi les déclarations de la ministre MR des classes moyennes, Sabine Laruelle. Elle explique dans le journal de Zondag que le gouvernement aurait dû réfléchir plus aux conséquences de certaines mesures. Elle cible notamment la taxation sur les voitures de société qui a changé 5 à 6 fois. Sabine Laruelle quittera la politique après les élections du 25 mai. Et ce midi, dans l'émission Controverse sur RTL TVI, Dominique Demoulin et ses invités ont parlé de la hausse des prix des titres-services. Ils passeront à 9 € pièce en janvier et seront gérés par les régions. La ministre régionale bruxelloise CDH, Céline Frémaux, propose de diminuer le prix des titres, mais de supprimer la déductibilité fiscale. On l'écoute.
Moi, je pense qu'il faut vraiment travailler, réfléchir à la faisabilité aussi, de supprimer totalement, partiellement la déduction fiscale et recycler la masse budgétaire qu'on aurait obtenue dans la diminution même du prix. Alors oui, mais s'il n'y a plus de déduction fiscale, Madame Frémaux, ça veut dire que c'est plus cher encore non, et que les gens vous allez prendre cette déduction, au travail la réinjecter dans une baisse du titre et faire que la mesure sera plus attractive à un certain moment pour les clients potentiels. Dernière cérémonie d'adieu à Nelson Mandela ce matin en Afrique du Sud. Ses proches ont pris la parole. Ils ont mis en avant le père, le grand-père et l'ami qu'il était. Un homme humble, mais aussi le guide de plusieurs générations. Amélie Schilt. Les tirs des canons accompagnent le dernier voyage de Nelson Mandela. Sous bonne escorte et avec tous les honneurs militaires, le héros de la nation arc-en-ciel rejoint l'immense chapiteau où l'attendent quelques 4500 invités. Dans son sillage, les deux piliers de sa vie, Winnie et Graça Machel. À l'heure du dernier adieu, le clan Mandela apparaît plus soudé que jamais. Les gens parlent toujours de ce qu'il a accompli, de son côté sérieux. Grand-père était aussi quelqu'un de très amusant. Il était un conteur hors pair. Il avait un grand sens de l'humour. Pendant toute l'année dernière, ça nous a manqué de ne plus entendre sa voix. Des souvenirs tantôt drôles, tantôt douloureux. L'un des plus proches amis de Madiba prend la parole, le compagnon de ses années de détention. Il se souvient de leur dernière rencontre à l'hôpital. J'ai revu automatiquement l'image de l'homme avec lequel j'ai grandi. J'aurais aimé ne jamais être confronté à ce que j'ai vu ce jour-là. Ma vie est face à un vide et je ne sais plus vers qui me tourner. Dans la salle, des fidèles tels que Desmond Tutu, invité à la dernière minute, mais aussi des personnalités, l'animatrice Oprah Winfrey ou encore le prince Charles. Le peuple sud-africain, lui, n'a pas été convié et doit se contenter de suivre les funérailles sur des écrans géants à l'extérieur. Après 4 heures de cérémonie, le soleil est au zénith. Selon la tradition, c'est à ce moment précis que Madiba doit être inhumé. C'est l'heure aussi de couper les caméras. En présence de 450 proches, Madiba trouve son dernier repos dans ce village de Kounou qu'il a vu naître, aux côtés de ses parents et de 3 de ses enfants. Comprenez-vous l'engouement populaire des Sud-Africains autour de la mort de Nelson Mandela? C'est la question RTL du jour. Vous êtes 67% à dire oui, car il a changé l'histoire. Pour 30% d'entre vous, 10 jours de deuil, c'est trop long. Vous pouvez voter sur rtlinfo.be. Un attentat au Kenya a fait 6 morts hier. Un bus a explosé en pleine ville. Il y a également 34 blessés. L'attaque n'a pas été revendiquée. Une personne a été arrêtée par la police. En Ukraine, environ 200 000 personnes se sont rassemblées dans les rues de Kiev ce midi. Et des opposants au pouvoir. Ils demandent toujours la démission du président ukrainien Viktor Yanukovych. Ils se sont réunis place de l'Indépendance, lieu symbolique de la protestation depuis plus de 3 semaines. À Madrid, en Espagne, une manifestation a dégénéré hier en affrontement avec la police. Environ 3000 manifestants protestaient contre les coupes budgétaires dans les services publics et contre un projet de loi sur la sécurité qui va restreindre la liberté des manifestants, par exemple. Une sonde spatiale chinoise s'est posée hier pour la première fois sur la Lune. La Chine se lance dans un programme spatial ambitieux. Elle rêve d'envoyer un astronaute sur la surface lunaire en 2025. Sébastien Degrave. C'est sous les applaudissements nourris des ingénieurs chinois que la sonde spatiale Chang'e réussit son alunissage. Cet exploit technologique permet à la Chine de devenir le 3e pays au monde à poser un engin spatial sur la Lune. Parti le 1er décembre de la province du Sichuan, le périple de la sonde a été minutieusement suivi par tout un peuple. La sonde s'était d'abord détachée de sa fusée pour ensuite faire route vers la Lune. Ce n'est que 10 jours plus tard, cette nuit, que les 4 pieds télescopiques de la sonde ont enfin atteint la baie des Arcs-en-Ciel après une descente de 12 minutes. Mais la mission ne s'arrête pas là pour les ingénieurs chinois. Place à présent au Lapin de Jade, le véhicule d'exploration contenu dans la sonde.
Cet engin tout-terrain de 120 kg et doté de panneaux solaires a lui aussi posé ses roues sur la Lune. Lorsqu'il sera prêt, dans 3 mois, sa mission sera notamment de réaliser des études géologiques. Cette démonstration technologique marque une première étape dans l'ambitieux programme spatial chinois. La Chine rêve déjà d'être le premier pays asiatique à passer à l'étape supérieure en envoyant cette fois un homme sur la Lune dès 2025. Retour chez nous avec cette belle opération de solidarité à Uccle, en région bruxelloise. Un coiffeur ouvre ses portes aujourd'hui aux sans-abri et aux plus démunis. Au programme, collecte de vivres, café chaud et coupe de cheveux gratuite. Jessica Nibel avec Recep Ametaj. Se faire coiffer, maquiller, manucurer, une parenthèse beauté pour briser un quotidien parfois difficile. Viviane n'a pas hésité à pousser la porte du salon de coiffure ce matin. On m'a offert un café, on m'a donné des conseils, on refait ma couleur correctement. Ça fait du bien qu'on prenne soin de vous? Oui. Qu'est-ce qu'on va te faire aujourd'hui? Tu vas couper un petit peu tes cheveux? Se faire dorloter, un luxe inabordable pour les clients du jour. Rania et sa maman profitent donc de l'occasion pour s'offrir un moment entre filles. Franchement, chez coiffeur, j'ai pas le moyen pour payer un coiffeur et ça c'est une bonne occasion, période des fêtes. Voilà, c'est intéressant pour moi. La soupe ici, tu peux mettre là-bas. Ah oui. Après le brushing, les clients peuvent aussi faire leur shopping. À l'arrière du salon de coiffure, les bénévoles trient les vêtements et aliments offerts par les habitants du quartier. Il y a de tout. Les gens sont généreux. Ils ont donné plein de vêtements, de la nourriture. Vous voyez, on essaie de trier toute cette nourriture. Non, c'est magnifique. Le propriétaire du salon de coiffure a lancé l'initiative sur Facebook il y a 3 semaines et c'est un succès. Il ne s'attendait pas à un tel élan de générosité. Moi, je m'attendais à recevoir, je ne sais pas, une dizaine de sacs, de vêtements, quelques colis nourriture, vraiment pas grand-chose. Mais ici, on est à peu près à 2,5 tonnes de vêtements, on est à peu près à 500 kilos de nourriture. Tu peux choisir le jeu que tu voudrais. Le Père Noël distribue ses cadeaux avec quelques jours d'avance. Le coiffeur a déjà décidé de renouveler l'initiative l'année prochaine. En football, Mons s'est incliné hier soir au Cercle de Bruges pour la 19e journée de championnat. Défaite 2-1. Ostende a battu Oud-Heverlee-Louvain 1-2. La moitié des rencontres se disputent aujourd'hui. Toujours à propos de foot, l'équipe nationale d'Allemagne n'a pas trouvé d'hôtel à son goût au Brésil pour la Coupe du Monde. Elle va donc faire construire elle-même son propre camp d'entraînement. Le complexe devrait être prêt dans 3 mois. François Genette. On dit souvent que les Allemands aiment se sentir comme chez eux quand ils partent en voyage. L'équipe nationale ne fait pas exception à ce cliché. Faute d'avoir trouvé un hôtel qui lui convient, elle a tout simplement décidé de faire construire son propre camp de base au Brésil. Il ne s'agira pas réellement d'un complexe hôtelier, mais plutôt de plusieurs maisons privées qui seront utilisées par le staff et par l'équipe. Le camp de base sera érigé à Santo André, près de l'aéroport de Porto Seguro, sur la côte est du Brésil. Un endroit stratégique avant les 3 déplacements que devra effectuer la Mannschaft en vue de ses matchs de poule. Le complexe sera composé de 13 appartements privés pour la délégation, d'un terrain d'entraînement et d'un centre de presse. C'est un superbe endroit, très tranquille. La région est naturelle et magnifique. Il y a une rivière, la mer et une mangrove. La nourriture est très bonne avec beaucoup de fruits frais. Les travaux seront en grande partie financés par les sponsors de l'équipe nationale. Quant à la construction, elle a été déléguée à une société allemande. Et face au début de polémique que ce projet suscite, le directeur de l'entreprise tente de se justifier. Ce ne sont pas eux qui ont décidé de la construction. Notre entreprise privée a trouvé cet endroit et rêvait de construire ici, même si l'équipe ne venait pas. Le complexe de la Mannschaft sera terminé en mars prochain. Il sera ensuite revendu après la Coupe du Monde. On se quitte avec une image d'Usain Bolt. Le champion du monde du 100 mètres a fait la course contre un bus en Argentine. Il n'a pas dû forcer son talent pour terminer premier. Victoire facile pour le Jamaïcain, pour le sport surtout. C'est la fin de ce journal. Voici tout de suite Pascal Vrébos et son invité. Rendez-vous à 19h. Bel après-midi.